Chers internautes, bonjour et bienvenue sur notre nouvelle chaîne, Courtage TV, qui, comme son nom l'indique, sera une chaîne qui sera consacrée au courtage en assurance. L'actualité pour la profession, c'est la future autorégulation. Et c'est avec ce sujet que nous allons lancer cette première émission, avec des invités toujours de qualité. Je commence, honneur aux dames, avec Isabelle Monin-Lafin, avocate, fondatrice d'Astrée Avocat. Vous êtes une spécialiste reconnue dans le secteur de l'intermédiation, aussi bien en assurance que financière, avec les IOBSP, quand je disais financière, assurance, CIF et IOBSP. À côté de vous, Monsieur Lionel Corr, bonjour. Bonjour Charles. Sous-directeur des assurances, la Direction Générale du Trésor, et à ce titre, représentant du gouvernement. D'une certaine façon, une vaste responsabilité pour le sujet de l'autorégulation, pour lequel vous avez été moteur, et vous allez nous dire où vous en êtes sur ce sujet. De l'autre côté, Monsieur Robert Leblanc. Robert Leblanc, vous êtes PDG de Aon France, filiale du groupe multinational britannique, une société de plus que de courtage, gestion du risque, management, plus de 50 000 salariés dans le monde, j'ai noté. Alors peut-être que ça a changé, ça a évolué. Ça a évolué. Voilà, donc je suppose encore plus important. Et vous avez cofondé la Chambre syndicale des courtiers d'assurance avant qu'elle ne devienne Planète CSCA il y a quelque temps. Et là, aujourd'hui, vous êtes là en tant que, je répète, patron d'Aon France. Et puis, à vos côtés, Monsieur David Charlet. Alors, David Charlet, vous êtes président de l'ANACOFI, une association chapeau, on peut le dire, de référence. Quand je dis chapeau, j'entends. Voilà, chapeau dans le sens de l'intermédiation, qui regroupe 4 associations ou syndicats dédiés: ANACOFI OBSP, ANACOFI CIF, ANACOFI Assurance et ANACOFI IMO. J'espère que je n'en ai pas oublié. Plus de 3000 entreprises. Groupe d'entreprises, c'est ce que vous dites, et très présent avec tous ces métiers sur le conseil en gestion de patrimoine quand même, qui est, on peut le dire, un de vos métiers historiques. Le plus gros des troupes. Voilà. Alors, le 14 janvier dernier, les députés de la majorité ont déposé une proposition de loi que j'ai ici, destinée à réactiver le débat parlementaire en vue d'un vote d'un dispositif législatif d'autorégulation du courtage d'assurance. Rappelons-nous, ce dispositif avait été censuré par le Conseil constitutionnel au moment de la loi Pacte pour défaut de lien, alors cavalier législatif, défaut de lien avec le projet d'origine. Donc on est sur une proposition de loi. Très vite, tiens, je me tourne vers Isabelle Monin-Lafin. Un tout petit rappel de droit constitutionnel. Alors ne vous faites pas 3 heures de cours, mais entre la différence entre un projet de loi et une proposition de loi. Allez, un peu de droit constitutionnel, ça fera du bien à tout le monde, oui. C'est la gestion concurrente, fait des initiatives législatives par la Constitution. Il y a effectivement des projets de loi qui sont sur l'initiative du gouvernement et pilotés par le Premier ministre, et des propositions de loi qui sont sur l'initiative des parlementaires, donc Assemblée nationale ou Sénat, qui sont donc déposées à l'Assemblée nationale par ces parlementaires. Alors, il y a des différences, je ne vais pas m'avancer très très loin, de compétences. On va dire que le gouvernement a des compétences qui sont très étendues en matière de projets de loi, et par contre, ces projets passent systématiquement en avis devant le Conseil d'État, ce qui n'est pas le cas du parlementaire, qui est circonscrit par l'article 34. Donc, il y a des domaines réservés, comme le budget, par exemple, qui ne peut pas faire l'objet de propositions de loi. Et puis, il y a un encadrement très strict par le gouvernement des propositions de loi sur la problématique de la dépense publique. Donc, il faut que la proposition de loi n'ait pas d'impact négatif sur les charges publiques. Et puis le troisième axe qui bride un peu la proposition d'initiative législative, c'est l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Cette proposition, qui est la reprise d'un texte qui était historiquement rédigé par le gouvernement, néanmoins suit actuellement un circuit dans lequel c'est le gouvernement qui décidera des conditions dans lesquelles elle sera inscrite à l'ordre du jour. Donc on n'a que 10% des propositions qui sont votées, quand les projets de loi sont votés à plus de 90%. Donc il est important de savoir effectivement si le gouvernement soutient ce texte qu'il avait historiquement rédigé néanmoins. C'est ce qui nous amène tout de suite à une question à Lionel Corr. Voilà, une proposition de loi n'étant pas un projet de loi, il faut qu'une proposition de loi soit soutenue par le gouvernement. Donc, très vite, est-ce que vous soutenez cette proposition de loi? Est-ce que vous êtes en train de travailler dessus? Est-ce qu'il y a un calendrier? On a parlé plus ou moins dans certains organes de presse de report. Bref, est-ce que vous êtes sur le pont pour que ce projet voit le jour un jour? Merci, oui. Sur le pont, on y est. Si je reviens un tout petit peu sur l'historique du projet, en fait, ça avait été une initiative portée par le Trésor, avec le soutien du gouvernement. Et en fait, si on reprend l'histoire, ça avait déjà été en fait une initiative parlementaire qu'il avait repris et qu'il avait introduit en fait par amendement sénatorial lors de la première lecture du projet de loi Pacte au Sénat, porté, d'ailleurs, il faut le rappeler, par à la fois le groupe majoritaire au Sénat, les Républicains, et
le groupe La République En Marche. Et donc ça avait été jusqu'au bout du processus Pacte. Et puis, comme vous l'avez rappelé, le Conseil constitutionnel l'avait écarté, mais pas pour des raisons de fond, mais pour des raisons de procédure, en estimant qu'il n'y avait pas forcément assez de lien avec le projet de loi initial. Bon, c'est pas une science exacte, mais en tout cas, c'est ce que le Conseil constitutionnel a estimé, ce qui nous a amené donc à trouver un autre véhicule. Et en fait, c'est l'Assemblée nationale qui s'est emparée du texte, qui avait été voté conforme en fait par l'Assemblée nationale derrière, et donc qui a redéposé sous la forme cette fois-ci effectivement d'une proposition de loi ce projet, qui est globalement sur le fond en tout point conforme à ce que nous avions proposé, et donc évidemment il a notre plein soutien, le plein soutien du gouvernement. Alors aujourd'hui, en termes de calendrier, en fait ça va dépendre du calendrier parlementaire qui est chargé, voilà, et pas toujours complètement prévisible. Donc on a bon espoir, et c'est l'esprit dans lequel travaille Valéria Faure-Muntian, donc qui porte au sein du groupe majoritaire cette proposition de loi, donc avoir un calendrier rapide. Espérons avant l'été, mais je ne m'engagerai pas parce que sur un calendrier, puisque il n'est pas dans nos mains, il est dans celui de l'Assemblée. Et puis ensuite, il y aura un délai de mise en œuvre, il y aura une date qui sera prévue pour l'entrée en vigueur. Donc je peux déjà vous dire que ce ne sera pas le 1er janvier 2021, parce que Valéria Faure-Muntian et nous-mêmes travaillons dans le même esprit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un délai raisonnable pour les professionnels derrière pour l'appliquer. Donc en tout état de cause, je pense qu'il faut se mettre comme hypothèse de travail, en tout cas dans l'idée que d'ici le 1er janvier 2022, ce sera applicable à tous les courtiers. Et la question qui va se poser, selon le calendrier parlementaire, c'est d'une entrée en vigueur peut-être courant 2021 pour les nouveaux courtiers. Donc effectivement 2021. Donc un soutien du gouvernement. Je sais bien que cette question peut paraître... Pour dire mobiliser, oui, pour que les textes réglementaires sortent immédiatement, en fait, le plus rapidement possible après l'adoption de la loi. Et en fait, nous-mêmes, nous allons reprendre la concertation que nous avions menée sur décrets et textes d'application plus généralement, en fait, dès qu'il y aura le calendrier parlementaire, donc sans attendre la fin du calendrier parlementaire. En fait, les choses devraient aller vite une fois que la loi est votée, c'est ce que vous dites un peu en filigrane. Ok, plutôt satisfait, je vois une réaction comme ça très vite. Oui. Nous, depuis le début, on dit ça vient quand ça vient, mais on prendra. Voilà. Après, la question sont les modalités. Et donc, si c'était venu en 2020, ça allait, 21, ça va, 22, ça ira aussi. C'est à partir du moment où on s'était mis en ordre de bataille pour être prêt. En 2020, s'il fallait l'être, si c'est en 2022, on sera prêt. Bon, et de toute façon, ça s'imposera aux courtiers, donc il faudra être prêt aussi. Ça va faire les réponses à la place de Robert Leblanc. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, puisqu'on sait que finalement, on va vers un texte qui a toutes les chances de passer. Je me retourne vers Isabelle Monnat-Lafin, et vous avez étudié le texte, je le sais. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait les points essentiels de cette loi, déjà son périmètre, ce qu'elle prévoit, et est-ce qu'il y a des différences éventuelles par rapport à l'ancienne, à la fois sur l'assurance, puis aussi, il faut bien le rappeler, on parle bien de courtage d'assurance, mais aussi d'IOBSP. Il faut aussi l'avoir en tête. Alors, sur ce périmètre... Plusieurs choses, oui, Jean-Charles. Alors d'abord, d'un point de vue général, c'est un dispositif de loi qui prévoit la création d'associations professionnelles qui sont agréées et contrôlées par la CPR. Ces associations, effectivement, ils ont des missions qu'on va décrire, mais qui vont accueillir l'adhésion obligatoire de professionnels réglementés appartenant au monde de l'assurance et de l'intermédiation bancaire, monde de l'intermédiation d'assurance et d'intermédiation bancaire. Donc on reste sur le même objectif que la loi, puisque, comme vous l'avez parfaitement précisé, en fait, il s'agit d'une reprise à peu de choses près. Il y a des différences de phraséologie, mais elles sont assez mineures du texte qui avait été présenté au moment de la loi Pacte. Alors, qui sont les personnes qui sont concernées par l'adhésion obligatoire ? En assurance, les courtiers et leurs mandataires. En intermédiation bancaire, les courtiers et leurs mandataires. Ça, c'est important. Et puis à l'exclusion des autres, pour aller vite, tous les autres, en fait, n'ont pas d'obligation d'adhérer. Alors la question, est-ce qu'ils pourront le faire ? Est-ce qu'il y aura des possibilités ? Ça, ce seront probablement les décrets et les discussions qui le prévoiront. Alors, une petite note, la loi prévoit une adhésion facultative des acteurs qui agissent en LPS ou en LE, ce qui est un peu surprenant en regard, effectivement, d'une volonté qu'avaient affirmé les autorités de mieux contrôler les activités des acteurs qui agissaient en liberté d'établissement
établissement ou libre prestation de services. Donc là, le texte rappelle que c'est une faculté d'adhésion et non pas une obligation d'adhésion. Donc voilà sur le périmètre des acteurs. Sont donc exclus, alors pour ceux qui nous écoutent, les agents généraux, oui, y compris lorsqu'ils sont immatriculés en qualité de courtier à l'ORIAS, puisque c'est une seule et même entité, donc que ce soit personne physique ou personne morale, puisque la profession d'agent général n'a pas été considérée comme devant relever de l'adhésion obligatoire. Mais de la même manière, je suppose que tout processus d'adhésion facultative à des associations qui seraient créées pour ce secteur d'activité en vue de favoriser finalement une professionnalisation, parce qu'on verra que c'est principalement la mission qui leur est impartie à ces associations, c'est de favoriser la professionnalisation de ces métiers, n'est pas à exclure, puisque ce qui n'est pas obligatoire n'est pas non plus interdit, en fait. Alors ensuite, sur la partie gouvernance, le texte... Les parties agents généraux, excusez-moi Isabelle, oui. La partie bancaire, les banques sont... Alors, les banques en tant que telles ne sont pas concernées, puisque ne sont concernées en tant que courtier, mais alors elles sont exclues parce qu'elles ont un double agrément, donc c'est un petit peu la même chose. En fait, ceux qui sont dans l'obligation, c'est vraiment ceux qui exercent l'activité de courtage en intermédiation bancaire à titre principal, dans le cadre d'une activité en fait, d'intermédiation bancaire et leur mandataire, a priori. C'est ce que le texte va prévoir. Alors, sur le terrain, ensuite, de la mission. Que vont être les missions. Alors, il y avait effectivement, moi j'avais noté un petit recul dans la phraséologie, mais néanmoins, il semblerait que ce soit dans le même état d'esprit. On disait effectivement, là je me réfère à mes petits papiers pour être extrêmement précise, exerce des missions en matière de, alors que maintenant on dit offre des services à ses membres. Bon, il s'agit quoi? De médiation. Alors, offre, ça voudrait dire, donc c'est gratuit, mais néanmoins non, les adhésions seront à mon avis payantes. Donc, il y a des services de médiation, donc il faudra que les associations mettent en place des services de médiation pour leurs membres. Elles vont également, finalement, s'autosaisir, et c'est là qu'on parle d'autorégulation, à la différence de la corégulation. Elles s'autosaisissent de sujets réglementaires et elles proposent aux autorités ou aux législateurs des codes de conduite, des process, en fait, pour, finalement, en tant que professionnels réglementés, eh bien, régler elles-mêmes les difficultés de mise en œuvre des lois. Donc, c'est une sorte d'initiative de régulation qu'elles peuvent avoir, et ça, c'est une mission qui leur est impartie. Elles vont vérifier les conditions d'exercice et d'honorabilité des acteurs dont l'adhésion est obligatoire, d'abord pour admettre leur adhésion à l'association et ensuite permettre leur adhésion au registre de l'ORIAS. Donc ça, c'est en fait, on va dire, la vraie activité, j'allais dire, de contrôle qui leur est donnée, c'est qu'elles sont effectivement garantes à l'égard de l'ORIAS et des autorités de la vérification de ces conditions d'exercice au niveau capacité professionnelle et honorabilité. Et puis ensuite, elles ont un rôle qui leur est dévolu en matière de statistiques et d'information et d'agrégation d'informations au sein d'un rapport annuel qu'elles devront dresser d'activités qui seront transmis, donc qui sera transmis à l'autorité de contrôle prudentiel, qui donc probablement dans son rôle de régulateur pour le coup va certainement utiliser pour édicter des normes, pouvoir s'inspirer effectivement des actions de marché. Donc on voit un rôle principal en fait d'accompagnement en fait des professionnels. Ce qui est très clair également dans la mission de Jean-Charles, il faut le préciser, c'est il est très clairement écrit dans le texte, on lit parfois des choses différentes, il ne leur est imparti aucun rôle de contrôle. Tout ce qui relève du contrôle de l'exercice professionnel est imparti exclusivement à la CPR, qui est la seule en mesure de pouvoir sanctionner des comportements, notamment on pense aujourd'hui beaucoup aux pratiques commerciales, c'est-à-dire respect des obligations d'information et de conseil. Là, le texte le prévoit, donc on n'attend pas le décret pour supputer de ce qui va pouvoir se passer. Vous l'aviez du reste écrit dans un article qui avait été publié dans la presse. Clairement, le rôle des associations, ce n'est pas un rôle de co-régulation, David pourra en parler tout à l'heure, comme les associations professionnelles de CIF l'ont, où il y a un partage avec une délégation de premier niveau pour les associations professionnelles de CIF. En matière d'assurance, les associations professionnelles n'auront aucun rôle de contrôle au sens du contrôle exercé par l'ACPR. Donc on a bien compris, une mission d'accompagnement. Monsieur Thor, je veux revenir un petit peu dessus dans le détail. 2-3 questions sur le périmètre. Ça vous semble... J'ai l'impression comme ça, et je pose une question un peu... ingénu, il y a pas de... On veut des vrais courtiers au sens courtier traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des agents courtiers dans ces associations, on ne veut pas d'établissements bancaires qui sont pourtant à l'ORIAS. Est-ce que c'est un peu Lionel Corr et puis vous-même, est-ce que c'est un peu comme ça que vous le ressentez aujourd'hui? Peut-être se recentrer sur le courtage, une profession qui a besoin d'être encore un peu plus connue? Peut-être un mot sur le champ.
Alors, je ne sais pas si on parle de vrai courtier, parce que je pense que tout le monde fait du vrai courtage quand on fait du courtage. Voilà. Mais non, mais non, l'idée était de. Et après, je vais revenir un petit peu en détail plus tard dans notre conversation sur les missions et ce qu'on a voulu faire avec ce projet, et ce qui éclairera un peu mon propos. Mais on a voulu réserver en fait cet accompagnement, ce qui est effectivement le mot qu'on utilise et qui apparaît dans le texte, à ceux qui, de notre point de vue, en avaient le plus besoin, c'est-à-dire les acteurs qui font du courtage à titre principal et qui ne bénéficient pas de ce type d'accompagnement ou d'un accompagnement d'une forme un peu analogue. Déjà. Ça, c'est vos objectifs, finalement. Les réseaux bancaires, ils font partie de groupes bancaires qui sont eux-mêmes bénéficient du contrôle interne de la banque, du contrôle externe de la CPR, qui est un contrôle permanent pour le coup dans la banque. Côté agent général, les agents généraux sont contrôlés par les compagnies et ils sont eux-mêmes beaucoup plus majoritairement dans une association. Donc voilà, on n'avait pas les mêmes problématiques sur les autres grandes populations qui font aussi un peu de courtage et qui font du courtage à titre accessoire, à la différence des courtiers à titre principal en assurance ou en opération de banque. D'accord. Sur ce périmètre, quand je parlais de courtiers qui ont besoin d'accompagnement, David Charlet, oui. Je partage votre expression de les vrais courtiers, parce que l'ORIAS m'a toujours choqué avec des milliers et des milliers d'acteurs que je ne reconnais pas comme mes confrères, parce que leur métier est ailleurs, et donc ce que vous venez de dire, moi, me va parfaitement bien. C'est-à-dire que la BNP n'est pas mon confrère, j'ai beaucoup de respect pour la BNP, mais c'est pas mon confrère. L'agent général non plus. Donc je trouve que ce recentrage est important au moment où on parle d'autorégulation. Pour aller un peu plus loin, moi, mais c'est un peu un autre... Enfin, je sors un peu du sujet, mais pas complètement, c'est que l'assurance vie, pour moi, n'est pas tout à fait de l'assurance. Et donc, les acteurs qui sont courtiers d'assurance, parce qu'en fait, leur métier est un métier de gestion d'épargne, pour moi, forment aussi un corps professionnel distinct de celui des courtiers d'assurance, au sens de l'assurance tel que je l'entends sur l'ensemble des métiers de transfert de risque, IARD ou assurance de personnes, prévoyance et santé. Alors, il ne s'agit pas de dire que l'assurance vie n'est pas de l'assurance, je sais les implications de dire ça, donc je ne le dis pas, surtout pas, mais je dis que les acteurs qui sont dans ces métiers-là sont d'abord dans les métiers de l'épargne, très différents des autres métiers de l'assurance. David, oui, qui avait tout. Je pense que on part des textes, et les textes font que l'assurance vie c'est de l'assurance et que l'assurance non-vie est aussi de l'assurance. Bon, voilà. Donc on est quand même obligé de le faire à l'intérieur des textes, même si on sait tous qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde de la vie et le monde de la non-vie, c'est vrai. Il y a ceci dit, comment traiterait-on, si on les considérait différents, le cas d'un cabinet dans lequel on fait les deux. Bon, voilà. Donc on aurait et on aura ces questions-là qui se poseront dans la co-régulation. Quand une fédération dit je m'occuperai essentiellement des courtiers vie ou essentiellement des courtiers non-vie, oui, ou l'autorégulation. Encore que c'est très intéressant. Mais encore que, moi je trouve qu'on aurait dû inverser les mots. Hein. C'est-à-dire qu'à l'AMF, on parle pour les CIF de co-régulation et d'autre côté on parle d'autorégulation, voire on ose à peine le mot. À peine le mot, voilà. Mais la réalité c'est que l'autorégulation c'est plutôt ce qu'on a du côté des CIF où on nous laisse la main sur le contrôle. Plus ou moins, parce qu'on nous donne des ordres sur comment on le fait, mais on nous laisse quand même le faire, voilà. Alors que de l'autre côté, pour moi, ça dépend quels sont son nos mots, mais la co-régulation serait presque le bon mot, parce qu'il y a des choses qu'on va pas faire, il y a des choses qu'on va faire, et donc c'est un travail en collaboration, donc le co se justifierait là. Mais bon, juridiquement, vous avez raison, c'est pas de la co-régulation, c'est peut-être même pas d'ailleurs de l'autorégulation. Voilà. Pour répondre à la question de départ, ça a été une grande interrogation pendant les débats qu'on a eu au ministère, agents généraux, pas agents généraux, banque, pas banque. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a eu un contrôle direct qui est effectué descendant de la CPR sur certains. Donc quand on essayait de décider un spectre des acteurs concernés, on arrivait à un plus petit dénominateur commun que tout le monde acceptait, qui était celui-ci, enfin que la majorité en tout cas acceptait, parce que sinon c'était des gens qui n'en voulaient pas du tout, le sujet était différent. Et allons-y comme ça, oui. En plus, nous c'est ceux qu'on représente, donc allons-y. Ok.
Pareil, je vous parlais au niveau de ce périmètre, vous disiez que peut-être le besoin d'accompagnement pour les courtiers d'assurance, peut-être même chose, voire peut-être de manière plus importante pour les courtiers OBSP. Est-ce que c'est le même type de problématique? On a des acteurs indépendants qui font face à des enjeux alors qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais finalement qui nous ont amenés à proposer le même type de dispositif en fait, pour cette population, de cette autre population du courtage. Alors, de manière très, très précise, parce que les courtiers se disent, mais qu'est-ce qui va encore, entre guillemets, peut-être nous tomber dessus? Qu'est-ce que vont faire ces associations, finalement, entre la CPR et l'ORIAS? Parce que le courtier est déjà immatriculé à l'ORIAS, il peut être contrôlé par la CPR. Cette association, elle va se mettre au milieu. Précisément, quelles vont être ses missions? Alors, pour parler d'émissions, je vais peut-être revenir un petit peu sur les objectifs quand même. Pourquoi on en est arrivé là quand même finalement, quand on s'est réveillé en 2018 en faisant ce projet. Alors, en préparant ce projet, tout d'abord, on a tranché ce débat entre autorégulation et co-régulation, puisqu'on ne parle pas de régulation, on parle d'accompagnement, parce que c'est pas forcément tout à fait de la régulation, et en même temps, il y a bien une forme de coopération, comme David l'a rappelé, et des missions de service public, et je vais y revenir. En fait, c'est parti d'un double constat, qui n'est pas un constat qu'on a fait seul au Trésor, en fait, qu'on a fait avec les professionnels, dont leurs associations, dont l'ANACOFI, dont Planète, CSCA, qui n'était pas d'ailleurs la même institution à l'époque, du fait qu'on avait, alors d'une part, premier constat, une réglementation qui s'était fortement renforcée sur le courtage en général, et de façon accélérée quand même ces dernières années. C'est beaucoup de réglementations européennes. Ça a été évidemment la directive intermédiation d'assurance, la DIA, suivie par la DDA, finalement pas très longtemps après, avec des exigences qui sont de plus en plus précises, même si elles s'appuient sur des notions en matière de protection du consommateur qui n'étaient pas forcément complètement étrangères au marché, mais c'est devenu plus précis. Puis il y avait quand même des concepts nouveaux qui sont apparus, la gouvernance produit ou des choses qui n'existaient pas en France. Et puis c'est d'autres réglementations aussi, c'est le RGPD par exemple, qui est important, enfin, qui a des impacts importants sur toute la chaîne de l'assurance, des professionnels d'ailleurs financiers en général, et de la distribution. C'est les exigences en matière de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. C'est Solvabilité 2 aussi, qui en matière de relations entre les assureurs et l'écosystème autour d'eux, en matière de délégation typiquement, a changé aussi les choses. Et la conséquence en fait de toutes ces réglementations qui fondamentalement sont des réglementations qui visent à des objectifs de politique publique qui sont largement incontestables en matière typiquement de protection du consommateur, comme je l'ai rappelé, ou de protection des données, et bien ramener en fait les sociétés du courtage à renforcer en fait leurs équipes avec des gens qui vont faire juste de la conformité. Quand on est E.ON, effectivement, c'est normal et on a même tout un département pour ça. Mais quand on est, et c'est quand même plus de 90% du courtage en France, ce sont des TPE, et quand je dis TPE, c'est parfois 1, 2, 3 personnes, en individuel exactement. Donc avoir quelqu'un à côté de soi pour faire de la conformité, ça devient rapidement ingérable. Et c'est ça quand même, dans ces dernières années, qui nous est beaucoup remonté, et qui était une situation en fait, qui peut avoir globalement 2 types de conséquences qu'on observe aujourd'hui. C'est la concentration du courtage. Alors oui, on a et on va continuer à avoir des grands acteurs qui se construisent, mais fondamentalement, ça va surtout devenir très difficile pour les petits acteurs de continuer de façon individuelle comme aujourd'hui. Donc c'est soit la concentration, on se regroupe avec d'autres, soit on disparaît. Et ça c'est une vraie préoccupation pour nous. Et la deuxième préoccupation, le deuxième constat qu'on a fait, c'est que le paysage de la distribution d'assurance, mais c'est vrai aussi en crédit, s'est complexifié. C'est complexifié avec notamment l'apparition de nouveaux acteurs comme des courtiers grossistes, comme des acteurs du numérique qui sont plus ou moins dans certaines cases traditionnelles mais qui font un métier finalement un petit peu différent, et en fait des premiers accidents qui sont arrivés sur le marché. Et un grand accident en fait, qu'on a connu, et en fait vous l'avez rappelé tout à l'heure Jean-Charles, c'est le sujet de la libre prestation de services. C'est-à-dire des acteurs qui ont, et ça s'est bâti en fait souvent par des solutions d'assurance bâties par des courtiers grossistes qui ont été placés du risque à l'étranger, chez des assureurs qui maîtrisaient pas bien le risque qu'ils assuraient dans le pays d'accueil, en l'occurrence en France, on l'a vécu sur l'assurance construction. Parfois des porteurs de risques qui même faisaient toute leur activité en France et qui n'étaient pas basés en France,
et qui provisionnaient pas suffisamment et qui n'étaient même pas forcément supervisés. Et puis on a vécu en 2018 en fait une explosion de c'est près de 10% du marché de la construction en France qui est tombé. Et on a vécu des phénomènes similaires en Europe d'ailleurs sur divers types de risques, typiquement des branches longues. Donc, et ça a été possible comment? Alors c'est un enjeu de supervision pour nous qu'on essaye de résoudre au niveau européen, mais c'est aussi un enjeu de distribution parce que ça c'est passé par nos courtiers qui n'étaient pas forcément toujours équipés pour comprendre les risques de ces nouvelles couvertures qu'on leur proposait, qui avaient l'air d'avoir pignon sur rue, et puis finalement en fait qui ont fait porter des risques évidemment à leurs clients, mais aussi pour eux derrière, parce que derrière on leur demande des comptes. Comment ça se fait que vous m'avez placé mon risque chez cet assureur qui a fait faillite? Donc c'est ça qui nous a amené, qui nous a interpellés pour nous, pouvoir public. C'est arrivé globalement dans la période où on transposait la DDA, donc on voyait bien toutes ces nouvelles réglementations qui arrivaient, et c'était en 2018 aussi au moment où RGPD rentrait en vigueur. Donc poser ces deux grandes questions, protection du consommateur, parce que toutes ces réglementations, elles visent la protection du consommateur. Ces accidents, finalement, c'est la protection du consommateur qui a été mise en jeu. Et puis l'avenir de notre réseau de courtage. Et réseau de courtage, si on donne quelques chiffres, c'est 25 000 courtiers en assurance, c'est à peu près autant de mandataires. C'est 7 000 courtiers en crédit, c'est à peu près autant de mandataires. Alors après, il faut éviter de faire les additions, parce qu'il y a des doubles comptages avec des gens qui font plusieurs activités, mais ça donne bien quand même l'ordre de grandeur, avec plus de 90%, comme je disais, de TPE. Et on pense que c'est une force de notre système de distribution d'avoir une diversité d'acteurs. On l'a dit déjà, il y a plusieurs types de métiers. Et donc avoir cette diversité d'acteurs, c'est important. Et c'est important pour son maillage territorial. Le courtage, en France, c'est déjà qu'une partie de notre distribution. On a la chance d'avoir plusieurs canaux de distribution. Et c'est un maillage territorial, avec encore beaucoup de courtiers dans nos territoires. Et ces courtiers-là, typiquement, ça va être nos TPE. Et donc c'est ça notre enjeu. C'est comment on les accompagne, comment on maintient un réseau dans lequel on aura toujours des gros acteurs qui continuent à se concentrer, et puis ces acteurs de terrain qui d'ailleurs vont travailler avec des courtiers grossistes, avec des gros acteurs. Donc et là, comment on résolvait cela? Alors on pouvait faire plus de contrôles. Alors la CPR, juste pour donner un chiffre, c'est 70 à peu près contrôles par an. Donc même si on double, si on triple, on ne va pas y arriver. Et puis c'est un côté un peu répressif, hein. C'est pas un contrôle permanent comme on a pour les banques et les assurances. C'est un contrôle qu'on fait ponctuellement. D'ailleurs souvent quand il y a un problème. Donc c'est d'ailleurs souvent vécu comme ça. Bon, donc ça ne nous semblait pas exactement le bon outil pour accompagner les gens. L'ORIAS enregistre. C'est un registre unique qui d'ailleurs ne concerne pas que les courtiers, hein. C'est tous les distributeurs, comme vous l'avez rappelé, qui enregistrent un certain nombre de choses, qui vérifient des conditions d'accès, mais pas du tout les conditions d'exercice, et typiquement la formation, qui est des choses sur lesquelles maintenant avec DDA on a des exigences très précises en matière d'heures de formation. C'est pas du tout le métier de l'ORIAS. Et puis il y avait déjà des associations, hein, on en a cité quelques-unes, que ce soit côté épargne, que ce soit côté courtage, mais finalement ce ne sont que quelques milliers d'organismes qui sont adhérents de ces associations. Alors plus côté épargne parce qu'on a le dispositif CIF avec déjà une obligation d'adhésion, mais dans le grand courtage en général, alors les grands cabinets y sont. Mais justement, notre cœur de cible dans ce dont on parle, ils n'y sont pas, très souvent. Encore une fois, chez les Planètes CSCA, qui est la grande association et syndicat de courtiers, c'est quelques milliers d'acteurs. C'est beaucoup de chiffre d'affaires, mais en termes d'acteurs, on ne touche pas tout le monde. Et donc, on s'est appuyé en fait sur une faculté qui était permise par la DDA, d'en fait pouvoir créer des structures, permettre l'intervention en fait d'organismes qui allaient contribuer à des missions de service public bien précises, qui sont celles que nous autorise en fait DDA. Et c'est ça qui explique qu'on a ces missions-là et pas d'autres d'ailleurs en la matière, mais qui tombent bien parce que ce sont effectivement ces missions d'appui à la conformité sur lesquelles on a vraiment ressenti un besoin. Alors, donc, en deux mots, sur quoi on a atterri en fait, sur l'idée d'avoir des associations, loi 1901, à but non lucratif. Ce n'est pas des opérations commerciales, hein, c'est des associations à but non lucratif, à adhésion obligatoire, parce que s'il n'y a pas d'adhésion obligatoire, on ne va pas résoudre notre problème, qui vont accompagner, et c'est vraiment le terme, sur un service de médiation, parce que la médiation, c'est déjà une exigence en France depuis des années. Une grande partie des courtiers n'en ont pas, ne proposent pas à leurs clients un service de médiation. Donc, c'est vraiment le cœur de notre problématique, c'est faire en sorte que notre réglementation soit vraiment appliquée sur le terrain et que les acteurs aient vraiment des outils pour. Donc ce service de médiation, la vérification des conditions d'accès, donc en complément pour le coup de ce que va faire l'ORIAS, qui va continuer à exister, qui va continuer à enregistrer tout le monde, l'accompagnement en matière d'exigences professionnelles, typiquement de formation,
et le suivi de ces heures de formation qui sont aujourd'hui très précises dans la DDA. Et puis, vous l'avez rappelé, l'information du marché, notamment des pouvoirs publics, de la CPR, sur la base d'études, comme vous l'avez rappelé. Voilà. Et l'idée de ce qu'on a voulu faire, et on va en débattre ensemble, c'est d'essayer d'avoir un dispositif qui soit le plus léger possible, le plus simple possible, dans un esprit simple qui est que ce ne soit pas vécu comme une autre réglementation qui tombe sur la tête des courtiers, mais au contraire, le moyen qu'on va leur donner pour leur faciliter la vie dans un contexte, justement pour faire face à toutes ces réglementations. D'accord, merci. Isabelle, vous voulez dire une chose avant de maintenant de passer la parole à nos courtiers, enfin donc à nos représentants. Mais je voulais juste rebondir sur ce sujet. Je crois que c'est aussi une demande que formule ce marché du courtage de petite taille, en fait, puisqu'il y a beaucoup d'études qui avaient été faites et qui disaient que la plupart de ces gens se considèrent très isolés dans l'exercice de leur métier, et ce qu'ils demandent, en fait, alors actuellement à leurs syndicats professionnels, mais aussi parfois aux partenaires, alors on parlait des courtiers grossistes, mais de tous les réseaux auxquels ils peuvent adhérer, c'est d'abord, avant les produits, c'est aussi l'accompagnement réglementaire, parce que comme vous l'avez parfaitement expliqué, je crois que cette déferlante de réglementation les a totalement dominés en termes de connaissances et en termes de mise en œuvre pratique, et donc il n'y a pas simplement un marché, en fait, ou en tout cas des pouvoirs publics qui ressemblent. Je crois que les acteurs sont tout à fait en phase avec ce que vous proposez, parce qu'en tout cas, pour en côtoyer beaucoup, c'est une demande qui est faite par ces gens, et c'est une attente qu'ils ont. Donc je pense que nos auditeurs seront probablement rassurés de voir que c'est en fait dans cet esprit-là en fait que ce texte a été voté. En même temps, M. Corr a mis en avant la problématique effectivement de l'assurance construction et comment finalement les courtiers pouvaient être au courant de. Donc il y a une approche d'information sur ce sujet. Donc cet accompagnement est assez vaste. David Charlet, vous avez effectivement l'habitude avec vos 4 associations. Déjà, qu'est-ce que vous pensez globalement de ce projet ? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites déjà dans cet accompagnement qui vous parle ? Est-ce que c'est nouveau pour vous ? Il y a un certain nombre de choses dans le projet qui sont nouvelles, notamment la vérification potentiellement des compétences des collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et ça, c'est une volumétrie qui sera considérable. L'un des principaux sujets techniques qui pourrait nous gêner, c'est ça. C'est la vérification des différents collaborateurs. Bon. C'est important, parce que vous entendez là des moyens à mettre en place. Aujourd'hui, l'ORIAS vérifie l'entreprise et globalement, on va dire le dirigeant. Là, les associations vont vérifier tous les autres. Ce qui est exactement le cas en CIF. C'est-à-dire, si l'ORIAS vérifie l'entreprise et le dirigeant, nous vérifions les collaborateurs agréés CIF. Là, c'est différent, puisqu'en assurance et en IOB, agréés ou pas, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on les découvrira à ce moment-là. C'est une petite nuance de volumétrie qui va être importante. Ça, c'est... Donc, je reviens sur ma question. Donc de coûts, peut-être aussi. Ça générera forcément un coût et des moyens qu'il faudra mettre en œuvre dans les associations, ça c'est très clair. Là, on a ce sujet-là qui nous va, mais qui va être lourd. Le suivi de la formation nous paraît quelque chose de nécessaire et on est capable de le faire. Ça, déjà, au Anacofi. Il y a un sujet assez pointu qui est le suivi du parcours. Ceci dit, dans nos associations, souvent, on suit aussi des gens qui font de l'immobilier et ils ont une problématique de parcours aussi. Donc, soit on a des petites associations et on suit ça avec des tableurs Excel et ça va, soit on a des grandes associations, ce qui est notre cas, et on a un outil qui a été développé, qui souvent a coûté cher. Et qui a justifié pas mal d'années de cotisation pour pouvoir suivre ça, et on met ça à disposition des petits comme des grands, vous disiez. Voilà. C'est quelque chose que nous on fait déjà. En dehors de cette vérification-là, qui est sur les personnes nouvelles qui rentrent, qu'on découvrira dans les employés dans les entreprises, pour le suivi de la formation, on est déjà capable de le faire, sauf ce parcours sur 3 ans dont on a parlé un temps, mais il faut encore voir si la CPR nous demande de le faire et comment. Les 15 heures, on s'est vérifié, et tout le reste, on le fait déjà pour nos membres. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas obligés de venir vers nous. Les CIF le sont, mais tout ce qui est courtier n'est pas obligé de venir. Et une structure comme l'Anacofi, qui est co-régulateur d'un autre côté, offre déjà tous les services, les kits réglementaires y sont, les outils de suivi de tout ce que vous voulez, ça existe, les systèmes d'information par des émissions, par des kits écrits, pour ceux qui aiment encore lire, par de la radio, par de tout ce que vous voulez, tout ça est en place. Mais je le répète, effectivement, on est sur une volumétrie, on l'a dit tout à l'heure, 3200 groupes adhérents à l'Anacofi. Là, on est en train de parler de quelques dizaines de milliers d'entreprises en
en plus qu'il va falloir répartir et qui jusqu'à maintenant n'avaient absolument que l'information que les médias voulaient leur donner ou leur volonté personnelle de lire quelque chose. C'est-à-dire quand ils se disent tous que travailler d'abord, pour beaucoup d'entre eux, une information qui est au mieux parcellaire, quoi. Voilà. Parce que, excusez-moi, je rebondis quand même sur cette... en reprenant l'exemple, cette affaire d'assurance construction, est-ce qu'une association demain, votre idée, c'est de donner un warning sur tel assureur, c'est ça, donc c'est pas rien non plus. On le fait déjà. Vous le faites déjà? Oui, non, mais mais on le fait, on remonte à la CPR et à l'AMF des alertes. En matière de placement financier ces temps-ci, on n'arrête pas de remonter parce les parkings sont très à la mode ces temps-ci. Vous voyez, côté placement, oui, c'est surtout quand ils sont très éloignés de notre pays. Vous avez les numéros de place dans des aéroports. Bon, avec des numéros et le sous-sol dont vous foutrez jamais les pieds. Donc ça, par exemple, vous voyez, on dit, chers adhérents, essayez déjà de voir si vous lisez la langue et ensuite essayez quand même de réfléchir parce que vous êtes tous en train de vendre le P26 au 3e sous-sol, ce que j'en dis. Bon, donc ça on le fait. Voilà, et on remonte ça. Donc on le fait déjà. Vous avez en plein milieu de la page centrale du site de l'Anacofi un truc qui s'appelle Alerte. Et ce sont les alertes du moment, à nos membres et même au public, puisque c'est en page centrale du site public. Voilà. Robert Leblanc, vous, en tant que courtier, directement. Les premières très, très positives, c'est que quand j'entends Lionel Corre présenter l'approche que vous l'avez fait, ce que je trouve très positif, c'est l'esprit de coopération entre les autorités publiques et les représentants des professions. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné, parce que je crois que c'est une manière de travailler qui est forcément plus productive pour tout le monde. En tout cas, c'est extrêmement positif. Très positif aussi, c'est quand vous exprimez ce souci que je partage, même si je ne suis pas concerné en tant qu'EON, de préserver la diversité de la profession et préserver la possibilité pour les petits acteurs de continuer à fonctionner. Très souvent, je pense que vous le savez mieux que moi, on vous accuse, pas moi, mais on accuse les autorités de tout faire pour éliminer les petits. Donc quand je vous entends dire ce que vous avez dit, exactement à l'opposé, et je crois ce que vous dites, je trouve que c'est un message extrêmement important par rapport à une profession, de dire que les autorités ne sont pas en train de vouloir éliminer les petits, mais au contraire s'engagent dans un processus qui permet aux plus petits de pouvoir continuer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les plus petits, parce que vous disiez qu'E.ON a les moyens d'assurer sa compliance, c'est vrai, avec d'ailleurs une maison mère qui nous en demande au moins autant que les autorités publiques du pays où j'exerce. Mais si je prends un cabinet de courtage 10 fois plus petit, qui n'est pas encore dans les tout petits, sa charge est à peu près la même que chez moi, pour 10 fois moins de volume d'affaires. Donc en proportion, c'est déjà un problème. Donc il n'y a pas que les tout petits pour lesquels c'est un sujet. Et limite, les tout petits, justement, on peut espérer pour eux une approche professionnelle, alors que les catégories intermédiaires sont peut-être celles qui ont le plus de difficultés. Alors ensuite, sur les perspectives, moi, on en avait parlé, Jean-Charles, d'ordre professionnel. Moi, j'ai rêvé à une époque, quand je m'occupais des affaires de la chambre syndicale, de CSCA, donc maintenant CSCA Planète Courtier, d'aller jusqu'à l'ordre professionnel. Parce que ce qui me paraissait important, et je reconnais qu'il manquait quelque chose, parce que ce qu'on a dit là, c'est l'aide aux professionnels, et je ne l'intégrais pas dans ma réflexion, et je pense que c'est très important, cette aide. Mais moi, ce que je voyais aussi, c'était le ménage à faire dans une profession. Et il y a toujours des brebis galeuses dans tous les métiers. Et quand j'étais engagé à la chambre syndicale, enfin à la CSCA, que j'ai contribué à créer avec des partenaires, j'avais le souci d'éviter d'avoir quelques... Enfin, il y en aura toujours, mais en tout cas, éviter qu'elles ne sévissent trop longtemps, les brebis galeuses qui fleurissent à toute époque, mais chaque fois les arrêter avant qu'elles ne fassent trop de dégâts, et y compris des dégâts d'image sur l'ensemble de la profession. Et on a connu, effectivement, vous citiez la construction, des courtiers ont été... Alors, il y a des courtiers victimes dans l'affaire, mais il y a aussi un courtier coupable. Et mon désir d'ordre professionnel, c'était de dire, entre professionnels, le courtier coupable, on le voit de loin. Et on le voit peut-être avant des autorités, parce qu'on baigne dans le marché. Et donc, cette idée, ce rêve, cette ambition, réaliste ou pas, dans la mise en œuvre, peut-être pas totalement, mais de dire, si on s'en occupait nous, on les arrêterait plus tôt. Il y a toujours eu cette tentation de dire, voilà, on pourrait le faire mieux. Ce n'est qu'un aspect de l'autorégulation, mais c'est celui auquel moi j'étais très sensible vu de la chambre syndicale. Alors, il y a quand même, le temps passe, et justement, mais ça rejoint quand même cette question, il y a quand même un pouvoir de sanction de ces associations, et je voudrais qu'on ait juste entre nous, un petit débat sur les conflits d'intérêts potentiels, parce qu'on peut radier un membre. Oui, mais il y a plusieurs associations, c'est pas une association d'à côté.
Alors oui, oui et non, parce que là-dessus, l'AMF a trouvé une solution qui paraît intéressante, c'est quand un membre sort, il suffit qu'il sorte avec ce qu'on appelle une fiche de sortie. Et à partir du moment où il a une fiche de sortie, quand il arrive de l'autre côté, si on a la fiche de sortie, on sait pourquoi il est sorti. Et à partir de ce moment-là, on est en capacité de décider si on le prend ou si on le prend pas. Et donc, si on prend quelqu'un qui a, disons, pris les choses d'une façon un petit peu plus souple qu'il n'aurait dû, et qu'on le prend dans nos troupes alors qu'il a été sanctionné, qu'il n'a jamais voulu corriger ou autre, on peut avoir une capacité de lui dire non, puisqu'on doit justifier pourquoi on ne le prend pas, mais le fait d'avoir en face de nous un margoulin identifié sur une fiche, bon, par contre, la grande difficulté, c'est que si nous ne pouvons pas les contrôler, il y a des choses que nous ne saurons pas et que nous ne pourrons pas prendre en charge. Mais je pense que là, on est bel et bien dans un sujet qui, dès le début, a été dit comme étant différent du CIF. Moi, c'est vrai, en CIF, nous avons un peu fait le ménage nous-mêmes, il faut le dire, au bénéfice d'ailleurs du marché des CIF. Certains qui en avaient peur, c'est plutôt au bénéfice quand on regarde le résultat final, c'est vrai. Mais et là, comment fait-on justement comment fait-on là dans la loi, parce que là, pour le coup, je trouve que la législation a déjà prévu un mécanisme qui répond un peu à ces problèmes. Alors après, évidemment, tout sera lié à la mise en œuvre. On a effectivement des commissions disciplinaires qui sont prévues dans ces associations professionnelles, avec d'ailleurs élargi aux administrateurs et aux représentants légaux un principe de secret professionnel. Donc ça, c'est très important parce que secret professionnel, c'est pénal. Alors la question sera de savoir est-ce qu'il y aura une prestation de serment, est-ce qu'il y aura des formations associées à ça, parce que c'est quand même très lourd de porter un secret professionnel, mais ce qui répond effectivement à ces problématiques de je détiens des informations qui nécessitent effectivement de pouvoir révéler des infractions pour justement faire taire ou éradiquer les brebis galeuses. Et en fait, c'est vrai qu'il n'est pas prévu que la commission disciplinaire, en fait, quelque part, élimine d'elle-même, si ce n'est qu'elle a quand même ce pouvoir de radiation du membre, mais par contre, tout un processus de communication avec les autorités et donc de partage d'informations confidentielles qui permettront peut-être d'améliorer, puisque en l'état actuel, c'est déjà le cas. Beaucoup de syndicats, puisque aujourd'hui, ce sont des syndicats, toutes les associations, en tout cas dans le domaine de l'assurance, sont régies par des syndicats professionnels, où il y a effectivement parfois des alertes. L'ORIAS aussi est autorisé à faire des alertes aux autorités, mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, on a pu constater que je dirais, les prises de décision ne sont pas forcément toujours à l'image ou à la hauteur des attentes du marché par rapport à des procédures de sanctions ou des procédures d'interdiction d'exercice par rapport à ces gens-là. Donc, dans le dispositif de loi, c'est prévu. La commission disciplinaire, effectivement, peut se saisir assez rapidement, en tout cas, mais sur des biais qui sont quand même relativement limités, puisque c'est les conditions d'exercice et également le fait de ne pas satisfaire alors c'est une phraséologie un peu grave, un peu large, aux exigences professionnelles. Donc, en fait, comme ils n'ont pas le droit de toucher en fait, aux pratiques professionnelles et qu'ils n'ont pas le droit de sanctionner ou en tout cas de dire à quelqu'un on vous met à la porte parce que vous ne respectez pas les dispositions de l'article L521-1 par exemple, c'est vrai que ça va être compliqué pour les associations professionnelles de pouvoir mettre à l'ordre du jour d'une commission ça. Néanmoins, procédure de contradictoire quand même, ce qui veut dire qu'il y a quand même un vrai débat et ensuite recours devant un tribunal judiciaire. Donc, il nous reste très très peu de temps, Lionel Corre, vous l'avez vu, ces aspects. Je suppose ces aspects-là, vous les avez vus. Vous comptez peut-être y répondre comment Alors, tout d'abord, on n'est effectivement pas tout à fait dans la situation des CIF, parce que déjà, on n'est pas dans le même cadre réglementaire au niveau européen, ce qui nous a amené à faire finalement une séparation des rôles encore plus claire. Et en fait, chacun reste selon son rôle, c'est-à-dire qu'on a l'ORIAS qui va rester un registre, on a des syndicats professionnels qui vont continuer à exister, les associations ne seront pas des syndicats professionnels au sens du Code du travail, et ce ne sera pas non plus la CPR. Et le ménage, comme vous disiez, ça va rester la responsabilité de la CPR, qui aura comme responsabilité de prendre des sanctions quand typiquement on ne respecte pas des pratiques professionnelles satisfaisantes au regard de la réglementation, ou les autorités judiciaires et pénales lorsqu'on est dans le domaine de l'infraction du délit, comme c'est aujourd'hui le cas. Les associations, elles vont plutôt accompagner tous ceux qui veulent, qui essayent de faire bien leur métier, mais qui ont besoin qu'on les aide un peu. Elle va permettre d'aider les professionnels à remédier à des situations sur lesquelles ils
sont pas tout à fait raccord avec la réglementation. En revanche, ceux qui ne s'y conformeront pas, alors il y a ceux qui vont plus respecter les exigences professionnelles ou le fonctionnement de l'association. Typiquement, on doit remonter un certain nombre d'informations. Si on ne les remonte pas, si on ne paye pas sa cotisation, il faut effectivement, et c'est là que la commission, enfin, que l'association va se saisir effectivement de ces cas-là. Mais sinon, c'est la CPR. Et c'est vraiment la répartition des rôles. Et c'est réglé, pardon, juste pour finir quand même sur cette question, typiquement pour cette procédure de radiation qui doit être possible comme dans toute association, évidemment, on va mettre quelques garde-fous. On en a déjà des grands principes dans la loi, en matière de respect des conflits d'intérêts, en matière de respect du secret professionnel, et on aura typiquement dans le décret d'application une attention toute particulière sur cette commission disciplinaire qui va traiter de la sanction interne, celle la plus lourde de conséquences, qui sera la radiation de l'association. Je vous remercie. Je suis vraiment... Malheureusement, cette émission est terminée parce que nous en avons d'autres. Je sais une seule chose, c'est qu'on en refera d'autres, parce qu'il y avait d'autres questions à vous poser sur ce sujet-là. Je voudrais vous parler de la question de la représentativité, mais en 15 secondes, cette histoire de 10% des membres, c'est toujours quelque chose qui est en tête ou pas ? Ou bien ça va se régler? Ce sera du domaine du décret, donc il est trop tôt pour en parler. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un principe de représentativité dans la loi, pour une raison très simple, en fait, c'est qu'il y ait à la fois suffisamment d'associations pour justement que les courtiers se retrouvent dans une association qui correspond à leur métier. On aura peut-être des associations plutôt côté épargne, plutôt côté dommages, plutôt côté emprunteur, crédit. Donc c'est important qu'on en ait suffisamment, puis suffisamment aussi pour qu'il y ait de la concurrence. On n'a pas fait un ordre, on a fait quelque chose d'un peu différent. Le but, c'est qu'il y ait effectivement une concurrence entre les acteurs, et pas trop non plus, pour permettre justement d'avoir notamment au regard du dialogue avec la CPR, un dialogue efficace, et ça marche beaucoup mieux s'il n'y a pas non plus trop d'associations en la matière. Et puis des associations plus grandes, ça permet aussi d'avoir des cotisations les plus basses possibles, parce qu'on est capable c'est aussi intéressant d'être plus efficace. Isabelle Bonnafin, Lionel Corr, Robert Leblanc, David Charlet, merci beaucoup. Je sais qu'on referons d'autres émissions sur Courtage TV, sur l'autorégulation, la co-régulation, la réforme du courtage. J'en suis convaincu. Merci beaucoup. Merci. Et puis restez avec nous pour une autre émission, Monsieur Corr, qui vous intéressera aussi sur le plan d'épargne retraite. À très vite.